Je m'appelle Claudine Brûlé, je suis chef aux communications et relations externes à l'Institut climatique. Avant de commencer, je tiens à souligner que je me joins à vous depuis le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga of the Credit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Onoseo et les Wendat. Et pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le travail de l'Institut climatique, je vais simplement vous rappeler notre mission. En fait, c'est de produire des recherches rigoureuses sur des grands enjeux climatiques et énergétiques au pays. On veut alimenter les débats publics avec des données probantes. Et l'Institut s'intéresse particulièrement aux solutions qui contribuent, oui, à la fois à réduire les émissions, mais aussi, très, très important, à la compétitivité économique du Canada et à l'abordabilité pour l'ensemble de la population. On sait que c'est un sujet très important pour les Canadiens et les Canadiennes ces temps-ci. Et l'électrification, bien, ça peut servir ces trois priorités et c'est justement ça dont le rapport qu'on va vous présenter aujourd'hui cherche à démontrer. Le rapport s'appelle Coup de circuit et ça s'inscrit directement dans l'actualité. Vous le voyez, les provinces cherchent à accroître leur capacité de production électrique. Le gouvernement fédéral vient de dévoiler sa nouvelle stratégie nationale sur l'électricité et la demande en électricité au Canada par l'électrification des transports, l'industrie du chauffage, par exemple, continue d'augmenter. Donc, on pense que ce rapport arrive vraiment à point pour éclairer les discussions qui ont lieu présentement d'un bout à l'autre du pays. Le rapport Coup de circuit, c'est une production de notre équipe de recherche en croissance propre. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui les principales recommandations et les principales conclusions. C'est une séance d'information sous embargo qu'on vous propose, donc on vous prie de garder pour vous et votre équipe les données qui vont vous être partagées aujourd'hui. On va vous envoyer une copie du rapport aussi sous embargo au début de la semaine prochaine. Cet embargo-là va être levé le jour de la publication de l'étude, c'est le mercredi 17 juin. À la suite de la présentation d'aujourd'hui, on va avoir une période de questions. Vous pourrez poser vos questions. Et on vous invite à le faire en fait tout au long de la présentation dans la boîte questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. On va faire notre possible pour y répondre à la fin de la présentation. Et vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions par courriel. On tentera de vous y répondre le plus rapidement possible. Et là-dessus, je passe la parole à Kate Harlan, qui est directrice de la recherche en croissance propre à l'Institut et à son équipe de recherche. Kate? Merci beaucoup, Claudine. Alors, on commence. Euh, comme Claudine a dit, cette studie commence avec l'idée d'une occasion. Investir dans les marchés d'électricité du Canada permet de mobiliser des capitaux industriels. C'est un levier important à un moment où le Canada cherche à attirer des capitaux et à diversifier son économie. Alors, en même temps, on voit deux changements structurels importants. L'une touche la demande d'électricité, l'autre son approvisionnement. La demande en électricité long-terme stable a fortement augmenté avec les industries existantes qui s'électrifient et l'émergence de nouveaux secteurs. Alors, les gouvernements cherchent à doubler la taille de nos systèmes électriques et à maintenir des tarifs concurrentiels. En même temps, les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries coûtent beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. Ça crée une nouvelle occasion de déployer un système électrique plus décentralisé et modulaire dans un réseau modernisé. Mais pour saisir l'occasion, il faut une action stratégique. Alors, la question n'est plus de savoir si nous devons développer nos systèmes électriques, mais comment le faire. C'est la question à laquelle nous avons voulu répondre avec ce travail. Quelles conditions rendre les marchés concurrentiels et comment les politiques peuvent aider? Notre cadre d'analyse devait s'adapter à la diversité des systèmes électriques au pays et capable de saisir ce qu'il faut pour attirer des investissements à l'échelle internationale. Nous avons donc ici choisi d'examiner 4 provinces canadiennes et 6 juridictions internationales. À partir d'entrevues, de la littérature et d'un sondage en ligne, nous avons défini 6 indicateurs d'un système électrique moderne et concurrentiel. Le résultat est un cadre d'analyse comparatif qui indique non seulement où se situe le Canada, mais aussi où les gouvernements devraient agir. Notre analyse nous mène à des recommandations stratégiques qui respectent les compétences provinciales en matière d'énergie. Nous avons aussi tenu compte du leadership autochtone dans ce domaine. Et aujourd'hui, cette présentation se concentre sur nos résultats et sur les recommandations destinées au gouvernement fédéral.
avec des recommandations provinciales qui suivront plus tard cette année. Bon, voici les 10 juridictions que nous avons étudiées. Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Alberta, qui représentent plus de 75% de la demande industrielle électrique canadienne. Et les 6 juridictions internationales. Royaume-Uni, Allemagne, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Norvège, l'État de Washington, Texas. Choisissent en fonction de leur mix de production, leur structure de marché et leur taille. À partir d'ici, nous qualifions certaines juridictions d'hydro lorsque l'hydroélectricité dépasse généralement 60% de la génération et les autres non-hydro où le mix est plus diversifié. Et avant d'examiner nos résultats, je cède la parole à Marissa pour une analyse contextuelle. Merci, Kate. Comme ce projet porte sur les consommateurs industriels, nous montrons ici comment les tarifs industriels se comparent entre les provinces canadiennes et les juridictions internationales. On voit que dans l'ensemble, les provinces canadiennes affichent des tarifs industriels concurrentiels. Le Québec et la Colombie-Britannique comptent parmi les tarifs de plus bas du groupe. Ce que nous voyons ici, c'est la demande industrielle d'électricité historique et future. Il est clair que dans toutes les juridictions, la prochaine décennie est très différente du passé. Les lignes pleines qui représentent la demande historique montrent que certaines juridictions ont connu une demande stable, une croissance faible ou, dans certains cas, un recul de la demande. Mais les lignes pointillées montrent que toutes les juridictions prévoient une hausse de la demande industrielle au cours de la prochaine décennie. Cela s'explique notamment par l'arrivée des centres de données et l'électrification industrielle, autant pour les entreprises existantes que des nouvelles. Le Texas est déjà bien engagé sur cette voie de croissance et devance les autres juridictions, comme vous pouvez voir ici. Alors, il faudra augmenter l'approvisionnement pour répondre à cette croissance de demande. Mais au cours de la dernière décennie, le Canada a pris du retard dans l'ajout d'énergie éolienne et solaire au réseau. Le graphique de gauche ici montre quelles juridictions ont accru leur capacité solaire et éolienne par rapport au niveau de 2015. La Norvège, par exemple, et l'Australie ont vu croissance qui a quadruplé et les États-Unis ont ajouté plus de 200 gigawatts. Le graphique de droite montre les 4 provinces canadiennes. Et ce qu'on peut voir, c'est la majorité, partie de la raison, la majorité des croissances s'est produite dans une courte période en Alberta grâce à des contrats d'achat d'électricité d'entreprise, mais cette progression s'est essoufflée dans les conditions actuelles des politiques et des marchés. Une autre pièce de contexte essentielle quand on parle d'électricité en Canada, c'est que les nations autochtones sont les plus grands propriétaires d'actifs des projets hydroélectriques, éoliens, solaires et de stockage par batterie en dehors des sociétés d'État et des services publics. La Coalition des Premières Nations pour les grands projets estime que la propriété autochtone pourrait débloquer plus de 17 milliards de dollars en capitaux propres dans les 4 provinces qui sont inclus dans cette analyse. Alors, pour plus ample renseignement sur la propriété autochtone et les infrastructures des transports, vous pouvez trouver une étude des cas autochtones publiée par l'Institut la semaine dernière. Alors, passons la parole maintenant à Kate pour les résultats de l'analyse comparative. Merci, Marissa. Alors, comme j'ai dit, nos recherches et nos entrevues avec des investisseurs et des experts nous ont mené à 6 indicateurs. Sur l'infrastructure, comment on peut moderniser le réseau pour répondre à une demande croissante, assurer la flexibilité et faire la planification d'une ligne de transport. Pour les marchés, comment on peut renforcer les marchés d'électricité grâce à ces approvisionnements prévisibles et à des tarifs industriels modernisés. Et les politiques, comment on peut offrir la prévisibilité des politiques pour les investisseurs. Et après, voici un aperçu des résultats.
Ensemble, les indicateurs forment un tout qui influence l'intérêt d'une juridiction. Les comparaisons les plus pertinentes sont celles entre la juridiction canadienne et son comparateur international. Par exemple, Alberta est comparé au Texas. Nous passerons en revue ces indicateurs dans la section qui suit. Alors, les détails sont aussi dans le rapport et dans le rapport technique qui s'accompagne. Alors, on commence avec la planification énergétique. Au cours de la dernière décennie, alors que la demande était stable, les planifications du réseau ont adopté une approche prudente pour éviter le risque de surdimensionnement. Mais en ce moment, une approche prudente peut créer ou aggraver un déficit d'énergie. Pour les investisseurs, tant d'un côté d'offres ou que la demande, un système sous-planifié se traduit par les délais de raccordement plus longs au réseau. Ce graphe ici illustre ce déficit de sous-dimensionnement pour chaque juridiction. C'est indiqué par la barre bleue. La tranche bleu clair en bas, on montre le plan de réseau officiel. La ligne orange indique la demande pour 50% des projets déjà proposés. On a choisi 50% pour être sensible, car tous les projets qui demandent à se raccorder ne seront pas réalisés. La différence entre les deux représente le potentiel sous-dimensionnement. Alors, nos constats. Toutes les juridictions sous-planifient par rapport aux demandes qu'ils reçoivent, mais l'ambition de leur planification officielle envers la demande varie. Aussi, tous les marchés ne disposent pas d'une liste de propositions transparente. En Alberta, par exemple, une liste de projets est accessible au public, mais pas au Québec. Alors, ce déficit de planification crée un risque réel de contrainte. Une planification prudente peut être rationnelle lorsque chaque province assume seul les risques de construire à l'avance. Mais lorsque toutes les provinces font le même, le Canada rate une occasion économique. Il y a un rôle pour la coopération internationale et celui du gouvernement fédéral pour combler les écarts existants. Mais il n'y a pas que les provinces et le gouvernement fédéral. Les communautés et les gouvernements autochtones sont les acteurs centraux aussi, car ils traversent les frontières. Le prochain indicateur est la flexibilité. Nos recherches ont montré qu'un réseau flexible est fondamentalement important pour maintenir les tarifs concurrentiels. C'est un domaine qui mérite l'attention dans la stratégie nationale sur l'électricité. Mais comment la flexibilité maintient-elle les tarifs concurrentiels? Un réseau plus flexible réduit le besoin de nouvelles capacités de production pour répondre aux demandes de pointe, améliore l'utilisation du réseau existant et permet d'intégrer davantage d'énergie renouvelable à moindre coût, et libérer d'approvisionnement et améliorer la fiabilité du réseau. Nous avons défini 5 sources de flexibilité avec lesquelles un réseau peut accroître sa flexibilité. On les voit ici à la droite. Grâce à leur barrage hydroélectrique, la Colombie-Britannique et le Québec partent déjà comme les systèmes électriques le plus flexibles d'Amérique du Nord. Parfois, les autres systèmes doivent travailler pour assurer la flexibilité du réseau. Nous avons examiné l'évolution de la flexibilité au cours des 5 dernières années pour ces autres juridictions. Dans ce graphique, l'axe Y représente la capacité de flexibilité par rapport à la demande de pointe. Un triangle qui pointe vers le haut signifie qu'un système a accru sa flexibilité. Un triangle qui pointe vers le bas signifie que la flexibilité diminue par rapport à la demande de pointe. Nous constatons que le réseau hors du Canada accroît rapidement la flexibilité de le système, surtout grâce à une augmentation des batteries et des interconnexions, tandis qu'Alberta et Ontario ont l'occasion d'améliorer la leur. Et cette flexibilité ne se vive pas d'elle-même. Elle résulte d'une action gouvernementale délibérée. Nous avons constaté que le besoin de flexibilité accrue augmente. Les forces du marché à elles seules ne suffisent pas à assurer la flexibilité. Il existe plusieurs options pour accroître la flexibilité. Au Texas, par exemple, les batteries dominent, tandis qu'en Allemagne, les interconnexions avec les autres réseaux sont le facteur dominant.
Et la circulation d'électricité entre les provinces accroît la flexibilité. C'est un domaine où le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour soutenir les échanges interprovinciaux d'électricité. Un prochain indicateur sur le transport à l'intérieur des réseaux. À mesure que les réseaux se décentralisent, les transports gagnent en importance. Sans assez de lignes de transport, il y a un risque élevé de gaspillage d'énergie solaire et éolienne. Et l'approvisionnement se centralise pendant que les grands projets industriels cherchent à se connecter, pas nécessairement au même endroit. Alors, nous avons examiné les investissements dans les lignes de transport prévus dans les 10 juridictions au cours de la prochaine décennie. Ce graphique montre les investissements prévus jusqu'en 2035, normalisés selon la taille de chaque réseau. Nous observons clairement des variations dans l'ampleur des investissements prévus dans les réseaux européens sont en tête, avec des écarts entre les provinces canadiennes. Comme indicateur indirect du niveau de congestion de chaque réseau, nous avons recueilli des données sur la quantité d'énergie solaire et éolienne gaspillée au fil du temps. L'axe des Y débute en haut à gauche avec peu d'énergie gaspillée. Vers le bas, le gaspillage augmente. Vers la droite, cela signifie une part plus élevée de solaire et d'éolienne dans le réseau. À des faibles niveaux d'éolienne et solaire, le gaspillage est généralement minimé. Mais de nombreux systèmes connaissent un point de bascule indiqué par le losange sur ce graphique, duquel la quantité d'énergie gaspillée augmente soudainement. L'énergie est produite mais non acheminée. Ce ne sont pas les énergies renouvelables elles-mêmes qui sont en cause, mais la structure du système, notamment la présence ou non d'un transport suffisant pour acheminer l'électricité à où elle est nécessaire. Avec les goulots dans les réseaux, l'Alberta et le Royaume-Uni gaspillent environ 13% de l'électricité renouvelable, soit plus double d'Allemagne, dont le mix dépasse pourtant 60% d'énergie renouvelable. Alors, voici ce que nos recherches ont révélé. Contrairement à ce qu'on croyait, les parts élevées de solaire et d'éolienne n'entraînent pas automatiquement plus de gaspillage d'énergie. Améliorer la transparence sur les endroits où le réseau est sous-utilisé ou trop congestionné est une mesure à faible risque qui permet aux investissements dans la production et la charge industrielle de prendre les meilleures décisions. Le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour soutenir les provinces dans le déploiement de transport d'électricité interprovincial. Je passe à Marissa pour les derniers indicateurs. Merci. Le prochain indicateur porte sur les conditions d'investissement dans les énergies renouvelables. Lors de nos entrevues, nous avons entendu que les investisseurs en énergie renouvelable déplacent leurs capitaux aux juridictions où les conditions sont les plus favorables et ils examinent 3 conditions en particulier. La fréquence à laquelle ils peuvent développer des projets nouveaux, la certitude des revenus et l'échelle du marché potentiel. Les structures des marchés influencent ces conditions. Par exemple, certains marchés procèdent par d'appels d'offres et d'autres, comme l'Alberta, offrent un accès ouvert. Mais c'est la combinaison des 3 conditions qui compte pour les investisseurs et tout type de marché peut être concurrentiel. Et les politiques publiques influencent les résultats aussi. Pourquoi est-ce important pour le système d'énergie partout? Les marchés attrayants peuvent susciter des soumissions ou des prix plus concurrentiels de la part des investisseurs, ce qui aide à maintenir des tarifs raisonnables pour tous les consommateurs. Alors, cette diapositive applique le concept du marché attrayant à nos 10 juridictions. Et la partie supérieure droite de la figure représente un accès fréquent assorti d'une forte certitude de prix. Alors, c'est un bon résultat dans ce coin. Et la taille de la bulle est proportionnelle à l'échelle du marché. Au cours des 5 dernières années, aucune juridiction canadienne n'a maximé les 3
conditions à la fois. Même nous avons vu des changements, des évolutions récemment. En Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario, les contrats octroyés sont généralement sur le prix et à long terme, mais c'est seulement dernièrement que la fréquence des appels d'offres a augmenté dans ces provinces. En Alberta, les investisseurs peuvent entrer pour autant qu'ils obtiennent un raccordement au réseau, mais la certitude de prix est bien plus faible. Les juridictions internationales, on a appris dans notre recherche, utilisent les politiques publiques pour renforcer la certitude de prix. Par exemple, les marchés du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Nouvelle-Galles du Sud offrent des contrats sur différence pour l'électricité ou d'autres mécanismes de garantie de prix. Alors, notre analyse comparative a révélé qu'un approvisionnement plus prévisible et mieux coordonné entre les provinces canadiennes peut accroître l'attrait pour les investisseurs. Nous avons aussi trouvé que les marchés canadiens affichent déjà de bons résultats en matière de certitude de prix. Notre recherche montre aussi que la propriété et le partenariat partagé avec les Autochtones, les nations autochtones, sont devenus une pratique courante dans les appels d'offres concurrentiels. Et finalement, on voit que certaines politiques fédérales ont une incidence sur les résultats, comme les règles commerciales, les crédits d'impôt à l'investissement et le soutien pour le financement des partenaires autochtones. Le prochain indicateur examine comment les juridictions modernisent leurs tarifs industriels à mesure quand la demande de pointe augmente. Alors, nos entrevues ont révélé que les investisseurs industriels veulent avoir accès à de l'électricité propre, mais ils craignent qu'une expansion rapide fasse grimper les tarifs d'électricité et nuise à leur compétitivité. Les réseaux doivent répondre à la demande de pointe croissante, alors c'est l'heure avec la plus importante consommation dans l'année. Il y a donc un risque de construire une capacité de production et de transport qui est sous-utilisée le reste du temps. Et les programmes de gestion de la demande industrielle et le stockage sur place peuvent contribuer à réduire la demande sur les réseaux pendant ces périodes et à maintenir des tarifs plus bas pour tous les consommateurs. Et si les industries sont rémunérées pour leur participation dans ces programmes, les rabais ou paiements soutiennent directement leur compétitivité. Alors, en résultat, des incitatifs tarifaires industriels qui sont bien conçus peuvent améliorer la compétitivité industrielle grâce à des économies sur les factures et en même temps réduire la demande de pointe au moment de l'année où le réseau est soumis à la plus forte pression. On peut voir ici les juridictions avec des bons résultats pour cet indicateur se trouvent au coin supérieur à droite. Les provinces canadiennes, on peut voir ici aussi, utilisent déjà ces outils plus que des autres juridictions qu'on a étudiées. Alors, ils font bien. Et, par exemple, le Québec offre des contrats d'échange interruptibles. L'Ontario offre une réduction des tarifs, des frais d'électricité et l'Alberta offre des frais de transport réduits. Alors, nos constats montrent que rémunérer l'industrie pour réduire leur consommation en période de pointe donne de bons résultats. Mais il faut un programme bien conçu qui cible le plus forte pointe annuelle. Et aussi, la flexibilité d'industriel ne consiste plus seulement à réduire la consommation, mais c'est l'investir dans le stockage d'énergie sur place aussi. Alors, le dernier indicateur examine dans quelle mesure les juridictions offrent aux investisseurs une politique climatique prévisible. Même si les technologies d'électricité propre sont de moins en moins chères, les politiques demeurent importantes pour les investisseurs, surtout la prévisibilité des politiques.
Les investisseurs dans des projets à long terme comme des actifs de production ou des lignes de transport ont besoin d'avoir l'assurance que les gouvernements ne prendront pas soudainement des mesures qui feront grimper les risques ou les coûts. L'incertitude politique comme ça augmente directement les coûts de financement des projets. Et comment la politique climatique influence-t-elle les décisions d'investissement en électricité propre? Et il y a deux manières principales, par les cibles et par les incitatifs. Alors, plusieurs experts ont souligné lors de nos entrevues que des cibles de décarbonation qui sont inscrites dans la loi font office d'étoiles polaires pour la transformation des systèmes énergétiques et les cibles aident à aligner les décisions des investisseurs, des services publics et des opérateurs de réseau. De plus, des incitatifs issus des politiques comme la tarification du carbone, les tarifs de rachat garantis ou les normes technologiques et les incitatifs fiscaux, ils peuvent directement améliorer la rentabilité des projets d'électricité propre. Mais les changements de politique imprévisibles, les politiques qui touchent les cibles et les incitatifs, les changements peuvent nuire à la compétitivité d'une juridiction pour l'investissement. Alors, nous avons fondé notre évaluation de cet indicateur sur deux mesures. Première mesure, c'est la certitude politique qui est inscrite dans la loi. Alors, c'est fondé sur l'existence de cibles de décarbonation à long terme et d'incitatifs mis en œuvre dans une juridiction. Et la deuxième mesure, c'est la stabilité historique de politique au cours des 10 dernières années. Alors, nous constatons qu'environ la moitié des juridictions, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Colombie-Britannique, le Québec et la Nouvelle-Galles du Sud, offrent des niveaux de prévisibilité relativement élevés comparativement à l'Alberta, à l'Ontario et au Texas, dont la certitude est relativement faible. Quelques observations ressortent. La première observation, c'est la clarté et la prévisibilité sont essentielles à la confiance des investisseurs, surtout en ce moment de grande incertitude économique mondiale. Deuxièmement, les juridictions qui obtiennent de bons résultats au cet indicateur collaborent et alignent leur politique climatique avec ceux des autres gouvernements supérieurs. Par exemple, l'Allemagne et le Royaume-Uni avec l'Union européenne. À l'inverse, on voit que les revirements dans la politique fédérale aux États-Unis nuisent la certitude des politiques dans les États comme Washington et Texas, même si leurs propres politiques sont demeurées stables. Et au Canada, un exemple, l'accord de mise en œuvre du protocole d'entente conclu en mai dernier entre l'Alberta et le gouvernement fédéral indique une collaboration accrue à l'avenir qui pourrait promettre une plus grande stabilité des politiques pour les marchés du carbone industriel du Canada, mais bien sûr avec des prix du carbone affichés plus bas. Et cela nous amène à un autre constat de cette analyse. Dans l'ensemble des juridictions, la tarification du carbone est l'instrument principal pour mobiliser l'investissement dans les technologies d'électricité propre et l'électrification industrielle. Alors, je passe la parole à Kate pour continuer avec les recommandations. Merci, Marissa. Alors, nous reconnaissons et respectons la compétence des provinces dans le secteur de l'électricité. Et nous ne suggérons en aucun cas d'une ingérence du fédéral dans ces compétences. Mais les 4 recommandations que nous faisons au gouvernement fédéral tiennent compte de cette réalité. L'expansion de l'électricité a désormais les répercussions nationales, la croissance économique, la sécurité énergétique et la compétitivité en dépendent. Le gouvernement fédéral a ses propres outils et responsabilités pour appuyer les provinces, comme le montre ce diagramme. Cela combiné aux travaux présentés jusqu'ici nous mène aux recommandations suivantes.
respectant les compétences, nous recommandons d'abord que le gouvernement fédéral appuie de nouveaux processus de coopération pour la planification énergétique interprovinciale. Cela exige des mesures à la fois pragmatiques, à court et à plus long terme. À court terme, cela signifie soutenir le partage d'informations et l'établissement d'objectifs communs, comme par exemple une base de données nationale sur la demande d'électricité couvrant les secteurs comme l'intelligence artificielle et les minéraux critiques, où la stratégie fédérale influence directement les besoins en électricité. Cela signifie aussi élaborer des lignes directrices claires sur la réparation des coûts et des bénéfices des infrastructures interprovinciales, en s'inspirant des modèles d'Australie et de l'Union européenne. Avec le temps, Canada aura probablement besoin de quelque chose de plus durable, une agence de coordination dotée de réelles responsabilités. Mais en commençant par la coopération régionale, on bâtit d'abord la confiance et les méthodes communes avant de passer à plus grande échelle. Lorsque l'investissement dans le réseau procure des bénéfices nets pour l'ensemble du Canada, le partage des risques par le gouvernement fédéral se justifie. Pour notre deuxième recommandation, le gouvernement fédéral devrait déployer sélectivement le bilan national pour soutenir le développement anticipé du réseau. Concrètement, le gouvernement fédéral peut créer un test national pour déterminer quand et dans quelle mesure le soutien fédéral est justifié. Cela peut aider à harmoniser les principes de partage des coûts et à distinguer les projets qui n'ont besoin qu'un appui financier de ceux qui justifient un investissement public plus important en raison de leur retombée à l'échelle nationale. Parallèlement, le gouvernement fédéral devrait renforcer ses outils de financement. Par exemple, la Banque d'investissement du Canada constitue un succès, mais son équivalent australien a engagé 2 fois le budget pour un système fournissant moins d'électricité. C'est possible d'en faire plus, surtout lorsque les outils soutiennent aussi la propriété et le partenariat autochtone dans le développement du réseau. Et doubler le réseau du Canada d'ici jusqu'à 2050 exige que les investisseurs les services publics et les chaînes d'approvisionnement prennent aujourd'hui des engagements à long terme. Le gouvernement fédéral devrait donc instaurer une certitude des politiques à long terme pour les investisseurs en allant de l'avant avec un règlement sur l'électricité propre, solide et flexible. Cela signifie que le règlement sur l'électricité propre devrait lancer un signal clair que le nouvel approvisionnement en électricité sera majoritairement propre. Il devrait aussi reconnaître une rôle réelle mais limitée au gaz naturel dans la gestion de la pointe. Cela peut contribuer à rendre ce règlement assez durable pour offrir l'horizon de planification dont les investisseurs ont besoin afin de choisir d'investir dans l'électricité propre au Canada. Comme j'ai dit, la flexibilité est l'un des leviers les plus importants pour maintenir le tarif d'électricité concurrentiel au fil du temps. Notre dernière recommandation est que le gouvernement fédéral fasse de la flexibilité du réseau une priorité stratégique. Il devrait utiliser ces outils d'investissement pour aider à développer davantage la flexibilité de la demande industrielle. Concrètement, cela signifie intégrer la flexibilité comme priorité dans l'ensemble des programmes. À l'heure actuelle, le stockage et les modernisations du réseau sont admissibles dans les programmes fédéraux, mais nous recommandons au gouvernement fédéral d'aller plus loin en priorisant explicitement les projets propres qui accroissent la flexibilité du système, plutôt que de traiter la flexibilité comme un élément accessoire. Du côté de la flexibilité des clients industriels, il existe encore un potentiel inexploité qui ne fait que croître à mesure que la demande industrielle augmente. Le gouvernement fédéral devrait utiliser des outils fiscaux, déductions pour amortissement de crédit, d'impôt à l'investissement dans les technologies propres,
pour encourager les industries à investir dans le stockage, ceci et les autres technologies qui leur permettent de déplacer leur consommation hors des périodes de pointe. Ensemble, ces quatre recommandations soutiennent l'action menée par les provinces, alors que celles-ci cherchent à déployer le réseau et à attirer les investissements. Sur ce, je vous remercie de votre attention et j'ouvre la période de questions. Mettre vos questions dans les questions et réponses en bas. Merci beaucoup de votre temps.